Faut que je vous raconte une histoire. Pas vraiment la mienne, plutôt celle du lieu où je vis, Fougères, au nord-est de l'Ille-et-Vilaine, un peu plus de 20 000 habitants, 3e ville du département après Rennes et Saint-Malo. Connu par les touristes pour son château et son beffroi, par les littéraires pour avoir servi d'inspiration à Balzac pour la rédaction des Chouans, Fougères est une authentique ville historique, discrète et paisible. Ville industrielle, elle s'affirme depuis plus d'une trentaine d'années sur le terrain de son patrimoine, devenant notamment une ville d'art et d'histoire en 1985 et abritant pas moins de 24 monuments historiques, dont l'église Saint-Léonard, l'église Saint-Sulpice, le château bien sûr, et ses remparts. La ville est bordée au nord par une imposante forêt de 1673 hectares. Nous y trouvons 2 sites connus, le Cordon des Druides, un alignement de quartzites datant du néolithique, et la Pierre Courcoulée, une allée couverte en granit issue de la même époque. Étonnamment, ce site, cette ville, où j'ai pourtant pratiquement toujours vécu, m'avait jusqu'ici semblé bien loin de mes intérêts et préoccupations. Je me rendais compte que je ne connaissais pas vraiment Fougères, jusqu'au jour où son histoire secrète allait venir enfoncer ma porte dans un fracas extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, un petit peu particulière parce que pas du tout prévu au programme. À l'issue de la sortie de mon dernier ouvrage, j'ai reçu pas mal de mails et de messages pour évoquer mon travail. Et l'un d'entre eux m'a interpellé. Autant vous dire que quand j'ai reçu et que j'ai lu ça, ma réaction, c'était plutôt ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Une histoire de Dogman. Dans la forêt de Fougères, c'est un peu comme si tu évoquais une vague d'ovnis à Armentières ou la présence de phénomènes de type poltergeist à Guéret. C'est un peu trop spectaculaire pour le site dont il est question. Pourtant, cette première impression est mal sentie parce que les phénomènes de ce type, vrais ou faux, témoignages crédibles ou non, sont rarement répertoriés dans des lieux de prestige, à forte résonance touristique. Varginha, Amityville, la région d'Eupen en Wallonie, Bucarag, Roswell, tous ces lieux sans histoire sont devenus célèbres après la constitution de certains types de témoignages. Alors, pourquoi pas la forêt de Fougères ? La question à se poser, c'est si ce qui a été observé, soi-disant, paraît crédible. Je décide donc d'accepter un rendez-vous avec David, nom d'emprunt à la personne m'ayant envoyé ce message et désirant demeurer anonyme. Pas de caméra, pas de micro, juste une première approche pour voir si le gars me paraît sincère. Sincère, ça ne veut pas dire que ce qu'il a vu est vrai et vérifié. Sincère, ça veut dire qu'il n'invente pas l'histoire dont il prétend être le témoin. On se donne rendez-vous au Café de Paris,
Une heure de discussion informelle, j'essaie de le tester, de jouer à l'avocat du diable. Sans pouvoir expliquer le phénomène, je me rends compte quand même que David me paraît assez clair vis-à-vis de ce qu'il prétend avoir observé. Cela se passe vendredi 24 mars 2023 aux alentours de 17h30. Nous sommes sur la route forestière de la Croix-aux-Morts, un sentier bien connu des promeneurs, joggeurs et cyclistes. David effectue son jogging après sa journée de travail, c'est alors qu'au bout du sentier, à plusieurs mètres devant lui, il aperçoit une forme étrange remonter dans sa direction. L'observation dure quelques instants, une poignée de secondes, puis David, se reprenant, fait demi-tour et s'enfuit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à David s'il avait parlé de cette histoire à quelqu'un autour de lui, à ses proches. Alors oui, ses proches, sa famille, ses amis, sa copine, oui, très bien. Et le sentiment qui ressort de son histoire, j'imagine que c'est un petit peu comme pour vous là, c'est de l'incrédulité. Et je vais pas vous mentir, à ce stade, le truc me paraît si costaud que je reste sur mes gardes. Je décide donc de me rendre seul dans un premier temps sur le site de l'observation. Bon, je suis au milieu de la forêt de Fougères. J'ai décidé de venir me rendre ici préalablement à l'entretien que je vais avoir avec David. Donc ce serait à peu près dans cette zone-là qu'il prétend avoir observé une bête, un dogman, quelque chose dans ce registre-là. Donc là j'y suis. Alors l'atmosphère est quand même relativement calme, hein. Il fait beau, il fait beau. C'est un peu couvert mais c'est pas pluvieux. On est samedi après-midi, donc il n'y a pas grand monde sur le sentier, il n'y a croisé personne, hein, pour vous dire. C'est un lieu qui est très prisé, hein, ici, des joggeurs, des randonneurs du dimanche, des gens qui font des balades à vélo, des balades à cheval également. Voilà, c'est un lieu qui est assez prisé, on est au milieu de la forêt de Fougères. Je regarde un petit peu par terre si je vois des trucs qui m'interpelleraient. Honnêtement, pour tout vous dire, j'ai rien vu de particulier, hein. Depuis, je viens assez régulièrement ici pour me promener, voilà. C'est un lieu qui est assez sympa, hein. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est le sentier, il est juste devant moi. Donc voilà, c'est un sentier qui est tout droit comme ça. Là derrière, là-bas, moi je viens de par là et ma voiture est garée sur la gauche, là par là. Donc il y a un petit sentier qui débouche là et on arrive ici. Donc c'est pas un lieu qui est, c'est un lieu qui est paisible en soi. C'est pas un lieu où on entend des histoires un peu étranges. C'est la première fois que j'entends une histoire, on va dire un peu étrange dans ce lieu-là, pardon. Je sais pas quoi penser. Honnêtement, je suis là. Donc ce serait ici qu'il aurait prétendu, alors peut-être un peu plus loin, je sais pas exactement où, il m'a pas précisé exactement où. Mais de toute façon, là je viens une première fois pour faire moi un repérage. Et ensuite il y aura l'entretien et après on reviendra avec David pour qu'il nous désigne vraiment l'endroit où il pense avoir vu quelque chose, quoi. Une bête, une créature, une espèce de dogman soi-disant. Je vous avoue que pour l'instant je suis un petit peu sceptique par rapport à tout ça. Parce que j'ai jamais entendu parler d'histoire de ce genre ici. Maintenant c'est vrai que généralement on entend parler d'histoires jamais dans les endroits, on va dire, les plus propices, j'allais dire. C'est souvent dans des endroits, on va dire, un petit peu inattendus. Et là cet endroit est clairement inattendu. Alors c'est d'autant plus inattendu que c'est à côté de chez moi, donc c'est un peu particulier. Mais honnêtement j'ai pas le sentiment qu'il y aurait une bête planquée ici. Et en même temps, s'il y en avait une, elle pourrait bien se planquer. Alors je vais vous montrer un petit peu le cadre qui est autour de moi. Je ne sais pas si on voit très très bien au téléphone. J'ai pas entendu de bruit un peu suspect, j'ai pas entendu de choses un petit peu étranges. Voilà, des bruits de forêt, quoi, des oiseaux principalement, voilà. Mais honnêtement, il n'y a rien qui me paraît troublant. L'atmosphère est à la fois tranquille, calme, je dirais. C'est presque paisible. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que... je ne peux pas m'empêcher d'imaginer même qu'il
qu'il pourrait y avoir quelque chose. Bah, si quelque chose avait envie de se planquer quelque part, elle le pourrait. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même suffisamment dense pour se planquer, pour se cacher, pour se dissimuler. C'est un sentiment qui est partagé. Vraiment, je suis partagé. Alors peut-être parce que mon inconscient travaille fatalement par rapport à ce que me raconte David et que je me dis, peut-être que finalement, si ça se trouve, on ne sait jamais. Bon, je suis assez cartésien dans l'esprit, donc j'ai envie de vous dire, ça paraît quand même un petit peu gros. Mais je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. En fait, j'imagine mal quelque chose comme ça se passer ici, parce que j'ai jamais entendu parler de choses comme ça par ici, en fait. Mais, comme je vous dis, pourquoi pas, en fait. Il m'a semblé sincère, mais je veux voir comment il réagit par rapport à la caméra, tout ça, dans un cadre plus officiel, je dirais. Et puis aussi le fait de retourner ici. J'ai envie de voir aussi sa réaction quand on reviendra ici. Alors, comme je vous dis, je ne sais pas exactement, c'est peut-être un peu plus loin encore, j'en sais rien. Mais j'ai envie de voir vraiment sa réaction quand on reviendra ici, d'analyser un petit peu si en fait c'était du bluff, parce que ça peut être un bon compteur. On s'est vu 1 heure au café pour discuter de ça. Il m'a donné les infos dans les grandes lignes. Mais voilà, moi j'ai pris la chose telle qu'elle venait. Je sais pas, honnêtement je sais pas, j'arrive pas vraiment à me donner vraiment un avis définitif sur la question. En étant sur place, je pensais que ça me conforterait sur un point de vue. Et je vous avoue que pour le moment je sais pas. Pour l'instant je sais pas. Je sais pas. Bonjour David, merci à toi d'être présent aujourd'hui pour ce témoignage et pour cet enregistrement. Alors je sais que ça demande un certain courage pour toi puisque tu n'es pas habitué à ce genre d'exercice, donc je vais essayer de te guider. Voilà, on va discuter, faut oublier un petit peu les micros et les caméras et tout ça, et puis tu verras, ça va bien se passer. Et donc ce que je voulais savoir moi dans un premier temps pour engager la conversation, c'est déjà, est-ce que tu peux me confirmer qu'on ne se connaît pas, toi et moi, enfin au moins jusqu'à ce qu'on se rencontre et jusqu'à ce que tu m'envoies ton mail, est-ce que tu peux me confirmer qu'on n'a pas d'histoire ensemble, en tout cas qu'on n'a pas développé une amitié préalable, et dans la foulée, que tu m'expliques comment tu m'as connu en fait. Bonjour Mathieu, du coup, moi je t'ai connu grâce aux vidéos YouTube. J'étais passionné de cinéma depuis tout petit et voilà, je suis tombé sur toi sur une vidéo par hasard et donc du coup je t'ai suivi. J'ai su par la suite que tu étais Fougères. Donc voilà, je me suis intéressé à toi et ça fait un moment que je te suis. Et alors pourquoi tu m'as contacté moi particulièrement? Pourquoi je t'ai contacté toi? Parce que déjà d'une, t'es Fougères. Je pense que tu es quelqu'un de confiance, tu es quelqu'un qui a un peu la même vision d'esprit, donc je pense que tu comprendras mieux que certaines personnes, et on a ce côté aussi inconnu qui... Voilà. Alors pourquoi avoir accepté de témoigner aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on est... alors pour tout vous dire, le public, on est à la fin du mois de mai, on est le 24 mai, donc ça fait 2-3 mois que tu as fait cette observation. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Aujourd'hui, parce que honnêtement, avec ce que j'ai vécu, ça me travaille de plus en plus. J'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin de... j'en fais des cauchemars, pour tout te dire. Et j'ai ce sentiment de vouloir aller plus loin et devoir m'exprimer. C'est vraiment ça. Et alors pourquoi de façon anonyme? Parce que j'ai pas envie qu'on me juge, tout simplement. Parce que tu as peur d'être soumis à la critique, que les gens se moquent de toi, peut-être dans ta vie privée, perso? En fait, j'ai toujours, comme je te dis, je suis vraiment très cartésien, donc moi, toutes les choses mystiques, un petit peu bizarres, j'y crois pas du tout. Et là, je vais arriver dans ma famille, dans mes collègues, dans tout, et je vais leur raconter une histoire comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai pas envie de me faire passer pour un clown, et surtout, je crois pas en tout ça, en fin de compte. Donc mes collègues, ils vont se dire, t'es malade, t'as un problème, tu vois. Tu en as parlé quand même, je veux dire, dans ton entourage proche, tu m'as expliqué en off que tu avais une femme et une petite fille. Oui. Est-ce que tu lui en as parlé à ta femme déjà? Je lui en ai parlé, comme je t'ai dit, elle m'a pas cru, elle m'a dit, bon, t'as dû halluciner, enfin bon, mais... c'est un sujet tabou entre vous.
C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Je suis pas allé, honnêtement, je suis pas allé plus loin parce que j'ai pas envie que ça parte en conflit. Parce que le problème, c'est que si je commence à lui en parler, que j'essaye de pousser les choses, au bout d'un moment, ma femme, elle va me dire, t'es fou, et puis. Et tu n'as pas peur qu'avec cet enregistrement, elle te reconnaisse et que peut-être ça puisse poser des problèmes? Non, pas du tout. Non, de toute façon, on fait d'une façon anonyme. Donc, et si elle tombe par hasard dessus, moi, je dirais que j'avais besoin un peu de vider mon sac. Donc là, techniquement, personne ne sait que tu es avec moi, quoi. Techniquement, je l'espère. En tout cas, moins de personnes, s'il n'y a pas mes collègues ou ma femme, surtout ma femme, parce que mes collègues, j'en ai pas parlé. Donc si ma femme ne voit pas la vidéo, normalement, il n'y a personne. Et si on te reconnaît, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que tu risques d'avoir des problèmes avec ton travail ou des choses comme ça? Je pense pas que j'aurai vraiment de problème. Je pense qu'on me verra différemment. On me verra différemment. Tu as peur de ça? J'ai peur du jugement, oui. D'accord. Alors David, ce qu'on va faire, alors je précise que David, c'est un nom d'emprunt, je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me parler un petit peu de ta vie, d'où tu viens, alors sans évidemment rentrer dans les détails, parce qu'on a bien compris que tu voulais rester dans l'anonymat. Présente-toi, voilà, simplement présente-toi. Depuis combien de temps tu vis sur Fougères? Quel est ton travail? Moi tout simplement, j'ai une vie toute simple, j'ai 30 ans, voilà, j'ai une femme, une petite fille, voilà, j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans à Paris. En tant que commercial, j'ai une opportunité, je voulais aller un peu plus au bord de la mer. Mon lieu de prédilection c'était Saint-Malo. J'ai eu un poste pendant 5 ans à Saint-Malo. Donc je suis resté jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à mes 22 ans, donc après mes études de commerce. Et ensuite, j'ai eu un meilleur poste encore sur Fougères, donc je suis resté 8 ans. Donc ça fait 8 ans, donc encore à l'heure d'aujourd'hui, j'y suis encore. D'accord. C'est quoi ton rapport avec le paranormal? Est-ce que ça te fascine, même si tu restes un peu éloigné de ça? Est-ce que tu y crois quand même un petit peu? Voilà, c'est quoi ce rapport que tu as? Alors quand je dis paranormal, ça englobe fantômes, ovnis, on va pas encore aller sur le témoignage, mais voilà, déjà rien que ça, tous ces trucs un petit peu mystiques. C'est quoi ton rapport avec ces choses-là? J'y crois pas. En fait, je me pose pas cette question-là. En fin de compte, même si on en parle, je reste quelqu'un d'assez linéaire, c'est-à-dire je m'y intéresse pas du tout. Avant le 24 mars, est-ce que tu as eu déjà des observations? Est-ce que tu as déjà vu des choses qui t'ont semblé un peu suspectes? Que ce soit dans ton enfance ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et est-ce que tu connais des gens qui, eux, ont vécu ce genre de choses? Oui, j'ai eu des échos, des gens qui ont vu des fantômes ou des choses comme ça, mais... Toi pour être très honnête, j'y crois pas du tout. Tu disais que tu aimais bien le cinéma, alors quel genre de film tu aimes bien voir au cinéma? C'est quoi ton rapport avec le cinéma? Alors moi je suis très film des années 2000. J'adore les films des années 2000, donc tout ce qui est... Ton enfance, quoi. Voilà, c'est de mon enfance, clairement. Voilà, je suis très aussi animé, un petit peu manga, toutes ces choses-là. Je suis un peu né à l'époque de Dragon Ball Z, tout ça, donc j'adore ça. Tout ce qui est animé, il y avait les Batman aussi des années 90 qui étaient un petit peu avant. C'était ma jeunesse quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'ai tous ces souvenirs-là et c'est un peu les animés qui m'ont poussé un peu vers le cinéma aussi. Et puis moi, voilà, je suis un passionné un petit peu comme toi, j'ai un vidéoprojecteur chez moi, j'adore ça. Alors, c'est une question un peu philosophique que je vais te poser. Donc si tu réponds à côté, c'est pas très grave. Mais la question que je me posais, c'était de savoir l'imprégnation du cinéma dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, est-ce que tu calques des éléments que tu as pu voir dans tes films, ou est-ce que tu reproduis des choses qui t'inspirent? Est-ce que tu as des personnages, par exemple, qui t'inspirent vraiment quelque chose au point d'agir en fonction de ce que eux auraient pu faire dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans le côté pro ou dans le côté perso? Moi je suis très branché film un peu super-héros. Super-héros, un peu la caricature du super-héros, baraqué, moi ça me passionne parce que j'ai envie de devenir un petit peu comme eux, c'est un peu c'est des héros, quoi. On a envie de se rapprocher vers eux. Et je pense que cette passion du cinéma me vient de là, en fin de compte, c'est me rapprocher le plus possible de ces personnages. C'est pour ça que je fais du sport régulièrement, je vais courir en forêt régulièrement, je fais pas que ça, je fais aussi un peu la muscu, toutes ces choses-là. Donc peut-être qu'il y a un lien et je veux me rapprocher un peu de ces personnages-là. Et c'est pour ça, la passion de tout petit, Batman, toutes ces choses-là, donc les mangas, toutes ces choses-là, donc ça se rapproche un petit peu de tous ces héros, un petit peu...
Il y a quand même une prégnance dans ta vie de la pop culture. Exactement, c'est ça. J'allais dire, t'es un pur produit de ta génération, un petit peu comme moi quelque part d'une certaine façon, ou comme sans doute nos spectateurs, mais voilà, tu n'es pas quelqu'un d'anormal, j'allais dire, par rapport au système actuel, à ceci près que toi tu as décidé de ne pas croire. Tu n'es pas croyant, tu ne crois pas en Dieu ou en Allah, ou tu n'as pas de... Je n'ai pas de religion particulière. Voilà, tu ne crois pas. Non, j'ai pas de religion Tu ne particulière. vas pas à l'église par exemple? Non, je vais pas à l'église, c'est pas du tout... bon, j'y vais des fois avec ma femme, mais bon, sans croyance particulière. Oui, pour visiter un petit peu. Voilà, on a des belles églises en plus à Fougères, c'est vrai. donc quand on va en balade, je suis pas non plus à dire non, je rentre pas dans l'église, quoi. Je rentre dedans avec plaisir, voilà, je respecte les lieux quand même tout de même, voilà. Ouais. Il y a un respect quand même à avoir. Alors justement, ça c'est bien parce que ça me permet de faire une transition rapide sur le tourisme et Fougères. Tu dis que tu habites à Fougères depuis 8 ans. Est-ce que tu as déjà visité les lieux, on va dire, un petit peu patrimoniaux, les sites un petit peu plus historiques de la ville de Fougères? Je pense au château, la forêt, tout ça. C'est quoi ton rapport avec ces lieux? Bah, le château, il est magnifique, hein, d'ailleurs, le château de Fougères, c'est vraiment c'est un monument incroyable qui est à Fougères et c'est ça qui attire beaucoup de monde et je peux le comprendre. Après, j'ai pas vraiment de sentiment, on sent qu'il y a eu quand même une atmosphère de guerre dans ce château-là. Je ressens un petit peu cette atmosphère-là, mais mis à part ça, voilà, c'est un joli monument, ça va pas plus loin, quoi. Je veux dire, j'ai pas... Voilà, si tu parles un petit peu du côté mystique des choses, j'ai pas ce ressenti-là. J'ai pas ce ressenti-là où je sens qu'il y a une présence ou quoi que ce soit. Et de manière générale, alors pas forcément uniquement à Fougères, mais est-ce que tu aimes l'histoire? Est-ce que tu aimes visiter des lieux touristiques? Tu parlais de Saint-Malo, Saint-Malo est aussi assez chargé en lieux touristiques. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces lieux-là? Est-ce que tu aimes bien aller te promener là-bas avec ta famille, peut-être montrer à ta fille, raconter un peu les histoires un petit peu de ces lieux-là? C'est quoi ton rapport avec ces choses-là? Ou alors est-ce que pour toi, non, c'est vieux, c'est vieillot? C'est un petit peu ça en fait, pour être très honnête, l'histoire, ça m'intéresse pas du tout, très peu. Moi quand je vais dans des lieux, je suis plus ami. Admiratif, exactement, merci. Je suis plus admiratif du lieu que de l'architecture, toutes ces choses-là, que de devoir regarder l'histoire de pourquoi ce mur-là a été fondé ou quoi que ce soit. Je m'intéresse pas du tout à ça. Moi, je vais au bord de mer, c'est pour ça que je te disais, j'avais envie de vivre au bord de mer pour le côté admiratif. Ouais, voilà, le côté naturel, proche de la nature. Exactement. Donc voilà, t'es plus proche de la nature que tu ne l'es de l'histoire ou du patrimoine. Exactement, moi je suis proche de la mer, de la forêt, c'est pour ça que dès que j'ai 2 minutes, ce soit même à midi, entre les pauses, je vais à la forêt de Fougères, me faire une petite course à pied, je vais me balader des fois en famille ou quoi que ce soit. Moi je suis quelqu'un de très admiratif. D'accord. Je suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire ou même les choses où il y a eu des histoires à la forêt de Fougères. Il y a des menhirs à Fougères. Oui. Moi on parlait beaucoup, mes collègues, certains collègues me disaient il y a des menhirs à Fougères, on va voir et tout, mais bon, moi je leur dis c'est des cailloux. C'est des cailloux qui est à Fougères, donc bon. T'es très cartésien, hein, de ce que je comprends. T'es quelqu'un qui n'est pas forcément plus sensible que ça à toutes les légendes qu'on pourrait établir sur des lieux historiques en particulier. Les histoires vont un peu moins t'intéresser. Ce qui va t'intéresser, c'est peut-être plus l'enracinement du lieu dans son environnement, c'est-à-dire le château, comment il est foutu et pourquoi il a été construit là, mais pas l'histoire vraiment. Voilà, c'est ça. Moi, on me raconte les bases, ça me va très bien, je veux pas aller plus loin. D'accord. Après, je préfère découvrir par moi-même, regarder, tiens, oui, il y a dû avoir une scène de guerre là, parce qu'il y a des armes, des choses comme ça, mais ça me suffit, quoi, qu'on me dise que Pierre et Paul-Jacques se sont battus là. Honnêtement, ça me parle pas du tout. Après, je comprends, je respecte les gens qui s'intéressent à l'histoire, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord, ok, non, mais c'est pas, y a pas de souci, hein. Il faut tout pour faire un monde. Moi, je sais que pour le coup, on est très différents là-dessus, mais c'est pas un problème. Moi, ce que je te propose, c'est que on arrive gentiment à ton témoignage. Tu fais du sport, du jogging. Tu pratiques depuis combien de temps à peu près? À peu près depuis tout jeune, déjà depuis l'âge de mes 17 ans. Ouais. Donc là, je me suis un petit peu abandonné à un moment, à la naissance de ma fille. Ainsi pareil, il y a les couvades qui existent. Effectivement, j'ai vécu cette expérience-là de couvade, donc j'ai pris du poids, donc
j'ai arrêté un petit peu. Bon, j'ai toujours couru un petit peu, mais je me suis un peu laissé un petit peu aller. Et là, j'ai repris sérieusement le sport, donc voilà, course à pied, je fais un petit peu de musculation, toutes ces choses-là. Beaucoup de course à pied. Moi, ça m'évade, j'ai besoin d'être toujours en contact avec la nature. Donc, course à pied. Donc on arrive au 24 mars, donc le jour de l'observation. C'est une observation que tu fais plutôt en fin de journée. Alors comment elle se passe la journée jusqu'à 17h, 17h30 ? Bien sûr, écoute, le 24 mars, moi tout simplement, je finis un peu plus tôt ma journée, parce que j'avais un peu d'heures, j'ai fait beaucoup d'heures, alors cette semaine-là j'ai fait beaucoup d'heures, donc ils m'ont laissé un peu partir avant, j'ai arrêté vers 14h à peu près, donc je reste un peu avec ma femme, et à peu près à partir des 16h30, je décide de prendre ma voiture, d'aller en direction de la forêt de Fougères, décompresser de ma semaine, parce qu'on a une semaine assez chargée, donc j'arrive, je me gare à côté d'un petit étang, je me mets en tenue, tout simplement, je mets mes baskets, mes plus belles baskets forcément, et je pars, je mets mon chrono en route, c'est parti, je fais quelques petits tours d'étang histoire de m'échauffer un petit peu, et après en fin de compte t'as l'étang, et en fin de compte si tu vois, après t'as un petit chemin qui longe. Oui, je vois, oui. Voilà. Et tu repiques sur la route forestière de... Exactement. De comment ça s'appelle ? Gros-Mort. Exactement. Et là, il y a une grande route qui fait une ligne droite, mais tout le long. Et j'aime bien, des fois, je fais aussi un petit peu de fractionné, donc par là. Donc, je sais pas si tu connais un petit peu le fractionné, c'est... c'est un espèce de... je m'arrête un petit peu, genre je fais 30 secondes en courant, 30 secondes en allant une allure un petit peu plus modérée. Et je fais ça. Donc, je fais ça quelques fois. Et généralement, tu cours combien de temps ? C'est quoi ta à peu près, ça dépend, je fais 3 quarts d'heure. Généralement, je fais 3 quarts d'heure course à pied. Donc, j'étais à peu près, à ce moment-là, j'étais à la fin, donc je faisais ma dernière petite foulée là. Donc, il était à peu près 17h30. J'ai regardé à ma montre avant pour arrêter le chrono. Il était 17h30. Et donc là, je t'explique, là, j'étais encore dans la ligne droite. Et là, je fais ma petite foulée. Et là, je vois, c'est une scène assez particulière. Au loin, je vois vraiment un espèce de gros point noir. Alors, je me suis dit, c'est peut-être, je sais pas, un sanglier, une biche ou... Ok, bon, on a eu une petite coupure, désolé, je vais essayer de régler ça au montage. J'ai mon logiciel qui, pendant l'enregistrement, a planté, pile au moment où David allait nous révéler un petit peu son histoire. Donc si ça t'ennuie pas, je te propose de reprendre au moment de l'observation, c'est-à-dire tu es sur ton parcours de jogging, et là tu vois quelque chose à plusieurs mètres devant toi. Je te laisse reprendre le cours de ta pensée si tu veux. Plus je m'avançais, plus je me disais, c'est quelque chose qu'on voit pas couramment. C'était vraiment une espèce de masse noire. Donc je m'approche gentiment. Donc comme je te disais, j'ai l'impression que c'était soit un sanglier, soit une biche ou quoi que ce soit. Bon, si c'est un sanglier, crois-moi, faut courir. Donc je commençais à me poser des questions. Donc je m'avance quand même, je dis bon ça se trouve ça peut peut-être aussi être un passant ou quoi que ce soit, bon je me pose pas limite de questions. Donc je m'approche et plus je m'approche de cette masse noire et plus je me rends compte que c'est quelque chose de pas humain. Pas humain dans quel sens ? Pas humain dans quel sens, c'est-à-dire que c'était très grand, très large. Un humain n'est pas constitué comme ça. Donc je continue à m'approcher, donc je commence à me poser des questions de plus en plus. Et là j'arrive à un moment où je commence à vraiment voir à quoi ça ressemble. Donc je m'arrête complètement, je me fige vraiment et ça ressemblait vraiment à quelque chose comme un loup. Enfin comme un loup, je pourrais le décrire comme un loup avec une espèce de gros museau. Mais très noir, c'était quelque chose de très bizarre. Une masse, mais vraiment avec des poils, des bras, mais aussi longs, presque aussi longs que son corps, quoi. Donc c'était vraiment, pour moi c'était une bête. Donc du coup je commence à me poser, je dis je fais quoi ? Dans ma tête tout allait très vite, vraiment en une fraction de seconde. Donc je décide de faire directement demi-tour et de courir. Simplement courir. Tu l'as vue, elle allait dans quel sens ? Elle se rapprochait vers toi quand tu l'as vue ?
C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes arrêté? Votre regard s'est croisé? Est-ce qu'elle t'a vu, toi? Bah, elle m'a vu parce qu'elle avait vraiment... Alors je distinguais pas ses yeux parce qu'on était à 100 mètres, mais elle était face à moi, donc elle m'a forcément vu. D'accord. Mais bizarrement, je veux dire, c'est pas comme si elle aussi était en panique ou quoi que ce soit, parce qu'elle continuait d'avancer, mais pas après pas. Ouais, Pas après pas, gentiment. Donc elle n'était pas non plus dans une espèce d'attaque ou quoi que ce soit. Donc forcément, moi j'étais impressionné par la masse de cette chose, parce que il n'y a pas vraiment de nom, pour moi c'est une chose. Et du coup, moi j'étais figé, elle a continué à avancer, mais pas de signe d'attaque ou quoi que ce soit, très calme. Donc moi je décide, j'étais figé peut-être, allez quoi, ça a duré 5 secondes. Bah, pour moi j'ai l'impression que c'était une éternité, 5 secondes, donc moi je décide de faire simplement demi-tour et de courir, simplement courir. Je regarde derrière moi quand même. Si elle te court pas. Ça ne me court pas après, mais elle marchait. Tout simplement, elle marchait. Donc je regarde derrière, bon, et puis bah moi je cours et puis je me pose pas de questions, quoi. Et tu l'as plus revue après? Je l'ai plus revu après. Et elle te paraissait grande, tu me disais assez ample. Pour moi elle faisait, tu vois, moi je fais 1m80. Et j'ai l'impression que pour moi elle faisait minimum 2m20, 2m30. Elle se tenait sur ses 4 pattes Sur ses 2 pattes. et elle avançait comme un humain en fait. Comme un humain, elle marchait vraiment, pas après pas, mais très lentement. Elle prenait son temps. Donc très très bizarre. Mais en fait, moi je me posais la question, mais qu'est-ce que c'est que ça, ou qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que c'est peut-être une expérience, ou je sais pas, mais comme je te dis, plus je m'approchais et plus je me rendais compte que c'était vraiment une bête, quoi. C'était vraiment, j'arrive pas trop à décrire ça parce que c'était tellement quelque chose de très étrange. Et j'y croyais tellement pas, je me suis dit c'est peut-être une illusion ou quoi que ce soit, mais c'était réel, vraiment. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit quelqu'un qui se soit amusé à se déguiser, un canular pour être, je sais pas moi, pour faire peur aux gens, je sais pas. Un sacré canular alors, parce que c'était réel comme je te vois toi. D'accord. Vraiment réel, et j'y ai repensé plusieurs fois, et crois-moi, quand j'étais dans ma voiture, j'étais comme ça, j'étais en panique. Je me suis dit, j'ai halluciné ou quoi que ce soit, mais je me suis retourné tellement de fois, et j'étais en train de marcher tellement de fois, et quand je repense à la scène, pour moi c'est réel. C'est pas possible, une hallucination, ça dure peut-être 10 secondes, ou quoi que ce soit, et surtout que je ne fume pas, je ne bois pas, on m'a pas drogué, j'étais simplement en train de travailler comme toi tu travailles ta journée, et après faire mon jogging comme tous les vendredis, comme tous les samedis, tous les dimanches. J'avais aucune raison de faire une hallucination, surtout une hallucination, ça ne dure que quelques secondes. Pour moi, c'est pas une hallucination. D'accord. Et moi, je serais pas là en train de te dire ça si ça serait une hallucination. Tu as, j'imagine que tu t'es renseigné peut-être après sur l'éventualité qu'une bête rôde dans la forêt de Fougères. Est-ce que tu as trouvé des choses en particulier? Est-ce que tu as trouvé des informations, des témoignages? Oui, alors je me suis beaucoup renseigné parce que déjà je voulais pas paraître pour un fou. Donc je me suis beaucoup renseigné et je n'ai rien trouvé. J'ai vraiment rien trouvé sur... Donc tu serais le premier en soi à évoquer l'éventualité de la présence d'une bête dans la forêt de Fougères, quoi. En gros. Dans la forêt de Fougères, c'est certain. Après bon, bien sûr, on a des légendes, le Yeti, des choses comme ça, mais qui sont pas sur Fougères, c'est des légendes où... il y a des bêtes de légende un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que dans Fougères, c'est une première dans Fougères, une bête. Je me suis renseigné sur internet ou quoi que ce soit, il n'y a personne qui parle de ça. Ou sinon, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas, parce que... Alors à savoir que moi, au moment où je fais cet enregistrement, j'ai commencé à travailler un petit peu sur l'éventualité de la présence d'une bête dans la forêt de Fougères. J'ai moi-même mené mon enquête. Il y a des éléments, des éléments étranges, mais loin dans le passé. Et je vais en parler un petit peu après dans la vidéo, vous verrez tout ça. Mais il y a des éléments qui sont très loin dans le passé, en tout cas rien dans le présent. Et quand je dis dans le présent, c'est rien depuis un siècle au minimum. Donc c'est très particulier que tu aies vu cette créature. Donc s'il y a des gens dans l'espace commentaire, des gens par exemple, des gens qui auraient vu quelque chose, qui sont allés dans la forêt de Fougères, qui ont vu quelque chose et qui veulent en témoigner, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à
vous faire connaître. N'hésitez pas à m'écrire également moi sur les réseaux sociaux pour que je puisse obtenir vos témoignages et que derrière je puisse compléter aussi mon enquête à travers ça. Bon, on a bien compris que tout ça t'avait quand même pas mal marqué et chamboulé. Voilà, l'idée c'est de faire un petit peu connaître ce que tu as vu. Les gens jugeront dans les commentaires de ta crédibilité. Alors, tu sais comment ça se passe sur YouTube, les gens parlent, tu risques parce que j'imagine que tu regarderas les commentaires sous cette vidéo. Voilà, tu sais qu'il y a des gens qui se moqueront peut-être un petit peu de toi, C'est quoi ton ressenti par rapport à ça, par rapport à la critique? Je vais les comprendre. Je vais les comprendre parce que moi, je me mettrais à leur place, j'en rigolerais, honnêtement. Je serais le premier peut-être à mettre un commentaire, mais mec, tu dis des conneries ou t'inventes. D'accord. Bah écoute, moi ce que je propose, c'est que on se rende dans la forêt de Fougères, à l'emplacement où tu as fait cette observation, histoire qu'on se rende vraiment bien compte du lieu, tout ça, et puis que tu nous expliques vraiment sur place ce que tu as vu. Donc sans transition, on se retrouve dans la forêt. Là on est sur le sentier vraiment où tu faisais ton jogging. C'est ça. C'est à peu près à quel niveau que tu penses avoir vu là? À peu près au niveau de l'herbe, à peu près à 20 mètres, là, à ce moment-là, j'étais en train de courir gentiment, et à ce moment-là, c'est là où je vois au fond, là, tu vois, sur la descente, c'est là au niveau de la descente, là, c'est là que j'ai vu la grosse masse noire. Bon, c'était un peu moins, il y a un peu moins de feuilles à ce moment-là, parce que j'en ai en période un petit peu de voilà, c'est plus dégagé, donc là, il était à ce niveau-là, et en fin de compte, il était en train de descendre, il arrivait pratiquement au niveau de la descente, en fin de compte, là où ça fait un petit creux. C'est à ce moment-là que je me suis un peu figé, on s'est un peu regardé, il était face à moi, j'étais face à lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit bon, je me retourne et je pars. D'accord, et tu es reparti dans cette direction-là. Voilà, en direction de l'étang. On va aller voir, on va se rapprocher un petit peu, si ça t'ennuie pas. Tu me dis, si tu te sens pas bien, on bouge, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais de toute façon, c'est bon, on va y aller gentiment, ça devrait aller. Après, là, j'explique aux spectateurs, on est en début d'après-midi, il doit être 13 ou 14 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, on n'a pas eu de soucis, comme je vous ai montré précédemment. Il y a un petit endroit où on peut se garer à 500 mètres par là. On a fait une petite marche pour arriver sur le sentier plus rapidement. On n'a pas eu de mouvement suspect. On a même vu des gens qui font leur promenade, qui promènent leurs chiens, tout ça. Donc tout est calme. L'ambiance, l'atmosphère ici, pour ma part en tout cas, me semble pas pesante. Alors pour toi, c'est peut-être différent. Je ressens quand même que j'ai un stress, quoi. J'ai un stress qui monte. Je resterai pas 2 heures ici, quoi. Je te le cache pas. D'accord, on va faire vite. On va se rapprocher et on va essayer de voir à peu près à quelle hauteur, à quel endroit précisément, voir peut-être s'il y a des traces qui ont été laissées. J'en doute un petit peu quand même parce que c'était il y a quand même 3-4 mois, donc à mon avis il ne doit plus y avoir grand chose. Mais on va essayer de voir. Et puis toi, David, t'hésites pas, si tu le sens pas, on bouge. Alors du coup David, on est à peu près à l'endroit, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que c'était exactement? On est à peu près à l'endroit où tu prétends avoir vu, ou peut-être arrêté ta course sur le sentier. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où tu étais? Exactement, alors c'était à peu près à ce niveau-là, alors je peux plus situer exactement où, mais par rapport à la végétation, je peux voir que c'était à peu près ici. Ouais, okay. Et en fin de compte, l'espèce de bête, elle descendait vraiment le chemin. Et elle marchait tranquillement, et au moment où je me suis dit je me retourne et je me casse, elle était vraiment à ce moment-là dans le creux. Parce que là on voit effectivement que le sentier descend, là-bas, là je fais un gros zoom, là vous pouvez voir le sol n'est pas tout droit, tout n'est pas horizontal, on voit une petite descente. Et toi tu dis, en tout cas pour le dernier coup d'œil que tu as pu avoir sur la bête, c'est qu'elle descendait, elle était au milieu du sentier? C'est ça, elle était au milieu du sentier, ouais, c'est ça. Elle était au milieu du sentier. Et la dernière fois que tu l'as vue, elle s'approchait, elle était sur ce sentier-là, au milieu, à peu près dans le bas du creux de la route, j'allais dire. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle était vraiment au milieu, elle était vraiment au milieu, comme si elle suivait le chemin. C'est assez bizarre, c'est assez étrange qu'elle suit le chemin comme ça, mais moi je l'ai vraiment. Elle s'est pas arrêtée, elle s'est pas arrêtée du tout, elle marchait vraiment gentiment. En ma direction, donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai dit je m'approche pas plus, et quand j'ai réussi vraiment à la distinguer de loin, parce qu'elle était assez massif, au bout d'un moment je me suis retourné, je suis parti vraiment
Ouais, donc ouais, elle a sans doute continué sa route une fois que toi tu as fait demi-tour et que tu t'es barré, quoi. Bah je sais pas ce qu'elle a fait après, mais j'ai vu qu'elle me suivait pas, donc pour moi c'était le plus important. D'accord, on va se rapprocher un peu. Ok, alors, on a avancé un petit peu, on est dans la zone où David a vu la bête pour la dernière fois. Et donc a priori, toi David, si je me souviens bien, donc on était à peu près dans la zone, on était à peu près là, en haut de la montée, on voit bien que la route elle monte comme ça. Donc David, il était à peu près, on était là tout de suite, on était un petit peu plus haut et vous voyez, la route fait une descente légère comme ça et puis après elle repart, elle remonte un peu ici, tac, voilà, il y a un petit dénivelé et le creux se fait vraiment ici, quoi. Donc toi, David, tu voyais la bête descendre cette route-là, ce sentier-là, à peu près au milieu, et marcher comme ça vers nous dans la direction, quoi. C'est à peu près ça. C'est ça. Okay. Tout à fait. Alors je vous le dis, on a regardé autour de nous, hein, vous pouvez le voir à l'image, bon, on verra peut-être pas grand-chose à l'image, mais c'est pas bien grave. On n'a aucune trace au sol, il n'y a rien de spécial. Alors comme je le dis, hein, ça fait plusieurs mois, donc a priori, bon, s'il y avait eu quelque chose avec la pluie, avec le vent et tout ça, tout serait balayé, j'imagine. Mais voilà, il faut savoir qu'on n'a pas de traces, on n'a rien, on n'a pas d'image. D'ailleurs, nous-mêmes, nous-mêmes là, on est en direct, je filme. Si jamais vous voyez quelque chose dans le décor, bah, n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que peut-être que nous, des choses vont nous échapper. Mais a priori, bon là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Donc, comment tu te sens, toi, là, David, maintenant, là? Je te cache pas que ça vient un peu qu'on bouge. Je pense que les gens auront bien compris. Donc, pour refaire simple, David prétend avoir vu une créature, un dogman, vraisemblablement, qui arrivait de ce point-là, qui se rapprochait ici sur ce sentier-là. David, qui était en train de faire son jogging, s'est arrêté à peu près à ce point-là, là où je pointe du doigt, là, vraiment à ce point-là. Et il a fait demi-tour une fois que la bête continue à descendre. Combien de temps ça a duré, cet échange de regards entre vous, entre la bête qui descendait donc là, et puis toi qui étais figé un petit peu plus haut de ce côté-là? Combien de temps ça a duré en tout, cet échange, j'allais dire, de regards? Bah, honnêtement, moi je l'ai aperçu déjà, on va dire, une bonne minute, le temps que je la voie de loin. Ouais. Et puis après, au moment où je me suis figé, bon après honnêtement, le temps était très long pour moi, mais à estimer comme ça, le temps réel, je dirais à 10 secondes, ça a duré 10 secondes. Après moi, au bout d'un moment, le temps que le cerveau il prenne une décision à dire est-ce que je reste ou est-ce que je pars, j'ai vite pris la décision de partir. Je prends pas le risque de quoi que ce soit, voilà. Donc par peur tout simplement. Ok, bon, bah très bien, très bien. Donc, résumons. On a quelqu'un qui prétend avoir observé une bête au beau milieu de la forêt de Fougères. Un témoignage contredit par l'Office national des forêts que j'ai contacté parallèlement, pour qui la présence de loups ou autre animal de ce type de canidés du même genre paraît complètement improbable dans ce type d'environnement.
aucun article local dans la chronique républicaine ni dans le Ouest France ne fait part d'un quelconque témoignage d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant été en contact avec une créature de ce type. Aucun agriculteur du coin ne mentionne également que ces bêtes auraient été attaquées d'une quelconque manière. Je sais pas comment le dire autrement, mais pour moi, c'est un canular. Néanmoins, dans le doute, je décide de remonter un petit peu plus loin dans le passé. Et là... En 1465, la Bretagne est un duché féodal, un territoire convoité depuis des siècles par le royaume de France. À partir du XIIe siècle, la couronne de France est employée à placer des ducs à la tête de l'État breton afin de mieux les contrôler. En vain. Au milieu du XIVe siècle, un problème de succession entre prétendants au duché provoque une première guerre qui laisse des traces dans l'inconscient politique du territoire. Traces qui se révèlent de nouveau à la fin du XVe siècle, lorsque la question de la succession du duc François II, père de 2 filles, et donc pas d'héritier mâle, vient à se poser. En 1365, le traité de Guérande, consécutif à la guerre, établit que seul un mâle peut succéder à un duc. Or, François II fait reconnaître par les États bretons sa fille Anne, Anne de Bretagne, comme duchesse légitime. Seulement, cela fait naître de fortes dissensions internes qui remontent jusqu'au sommet du royaume de France. Louis XI, ayant racheté les droits au duché à l'une des héritières, utilise cet argument pour contester la succession voulue par François II. En 1484, Charles VIII succède à son défunt père. La régente Anne de France s'engage dans un conflit ouvert pour mettre la main sur le duché. François II tente de mobiliser ses troupes, mais la noblesse bretonne semble lui avoir tourné le dos. En juillet 1488, l'un des chefs de l'armée royale, Louis de Trémoille, assiège la ville de Fougères avec 15 000 hommes. Celle-ci est défendue par Jean de Romillet, aidé de 2 à 3 000 hommes. Après une semaine de siège, Fougères capitule le 19 juillet 1488. 9 jours plus tard, la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier scelle le sort du duché. C'est une défaite lourde qui aboutit à la signature du traité du Verger le 4 août 1488. Celui-ci donne notamment au roi de France un droit de regard sur qui épousera l'héritière du duché, à savoir Anne de Bretagne. Celle-ci ne l'entend pas de cette oreille, mais à l'issue de toute une histoire digne des feux de l'amour, Anne de Bretagne donc finit par épouser le roi de France Charles VIII en 1491, puis son fils Louis XII en 1499. Elle parvient à garder le duché de Bretagne indépendant du royaume de France, mais c'est une indépendance de circonstance. En 1532, donc à peine une trentaine d'années après ces événements, après la mort d'Anne de Bretagne, un traité d'union est signé, assurant l'annexion de la Bretagne par le royaume de France. Une histoire très peu connue des contemporains vient témoigner de la présence d'une bête dans la partie est de l'Ille-et-Vilaine aux alentours de 1498. Si je précise qu'elle est peu connue, c'est parce qu'il existe très peu de documentation qui ont pu traverser le temps pour arriver jusqu'à nos jours. Ce qui signifie que l'histoire qui suit reste à prendre au conditionnel, notamment pour ce qui est du détail et des descriptions. Dans un contexte de tension entre la Bretagne et le royaume de France, l'apparition d'une bête s'attaquant aux populations n'est pas pour apaiser l'atmosphère ambiante. Le premier témoignage répertorié provient d'un paroissien de la petite ville de Saint-Brice-en-Cogle, territoire de l'actuelle ville de Mahinroc, à une dizaine de kilomètres de Fougères. Alors qu'il est en train de cultiver ses terres, il observe en lisière d'un sous-bois une créature à tête de lion, crinière de cheval de 9 pieds de haut, des pattes finies par des griffes énormes, poussant un rugissement qui fit s'envoler les oiseaux et trembler les branches. Le lendemain de l'observation, 12 moutons
sont retrouvés morts. Plus une goutte de sang dans le corps. Différentes observations sont effectuées par des paysans, essentiellement. L'information circule mal. Une rumeur finit par naître. Et les descriptions se précisent. Une espèce de loup de 3 mètres de haut qui pousse des cris terrifiants et mène ses attaques la nuit tombée. Aucune attaque sur des humains. Ce sont les bêtes, les moutons, les chevaux, qui sont les premiers touchés. Des morsures profondes, des lacérations mortelles et une particularité des cadavres sans une goutte de sang dans le corps. De 1498 à 1501, différentes observations sont effectuées, mais comme les événements ont surtout lieu la nuit tombée, peu d'éléments remontent. Ce qui est intéressant, c'est que ces observations et de surcroît les crimes se déplacent vers la forêt de Fougères, où, dit-on, la bête trouve refuge. Elle prend alors le nom de Felguerlohen, la bête de Fougères. Alors l'information remonte bien jusqu'aux autorités, mais l'affaire n'est pas vraiment prise au sérieux. Et certains commencent à se dire qu'il peut s'agir d'un type déguisé, un petit peu cinglé, qui s'amuse à créer une psychose dans certaines fermes du coin. Jusqu'au jour où une petite fille de 5 ans disparaît mystérieusement après que le cri de la bête ait été entendu à la lisière de la forêt. Et là, le paradigme de l'affaire évolue. Une des doléances de la paysannerie envoyée aux plus hautes instances finit par venir aux oreilles d'Anne de Bretagne, qui prend immédiatement l'affaire très au sérieux. Il est hors de question, dans un contexte aussi tendu, de laisser une histoire aussi terrifiante venir soutenir un climat de défiance contre le royaume de France. Ah oui, parce que pour beaucoup, la bête serait un châtiment manigancé par la France pour punir la Bretagne, la soumettre en lui réclamant une aide précieuse. Seulement, pour le royaume de France, le risque, c'est que cela puisse engager une nouvelle révolte en cas d'inaction. Louis XII décide donc d'envoyer une main de la chevalerie, enquêter secrètement et tuer la bête si possible. En 1498, Louis XII supprime l'ordre du porc-épic à la faveur de l'ordre de Saint-Michel, ordre de chevalerie sous son commandement direct, dont le siège est établi à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Étienne de Breteil, jeune chevalier issu de la noblesse, originaire de Normandie, est chargé de mener la traque de Felguerlohen. Pour l'occasion, Louis XII, qui était un homme pieux, voyant dans cette histoire de bête la venue d'un cerbère directement des enfers, fit forger une épée spéciale pour Étienne de Breteil, Manus Veritatis de son doux nom, la main de la vérité, dont on dit qu'un morceau de métal provenant d'une des traverses de la Sainte Croix de Jésus aurait été fondu dans l'acier de la lame. Une arme remarquable. Nous sommes à l'hiver 1501, lorsque de Breteil arrive sur les terres de Fougères, après avoir laissé son épouse Claire de Breteil, dont il était follement épris et dont on raconta également qu'elle aurait eu des accointances dans la sorcellerie. Après la disparition d'Étienne de Breteil, elle tombera en disgrâce et finira sur un bûcher. Oui, parce que le chevalier va disparaître, peu de temps après son arrivée. Alors il disparaît certes, mais après l'hiver, on ne recense plus une seule nouvelle attaque de la bête, ce qui signifie qu'elle disparaît elle aussi en même temps. Aucune trace, aucun corps, plus d'épée, plus rien. Et l'histoire s'arrête comme ça, aussi inexplicablement qu'elle débuta. Et comme l'histoire demeura secrète, personne ne s'intéressa réellement à ce fait divers, et surtout, l'épée devint un enjeu plus important pour des cercles occultes que la bête elle-même. Par exemple, en 1776, plus de 2 siècles après, la franc-maçonnerie s'installe à Fougères en ouvrant la loge Aimable Concorde. Ceux pour qui les symboles donnent une force à leur enracinement philosophique se mettent alors en quête de retrouver Manus Veritatis. En vain. Une légende locale que peu de gens connaissent dit que tant que Manus Veritatis reste introuvable, cela signifie que la bête reste prisonnière du monde miroir, sous-entendu des enfers. En 1943, la France est occupée par les nazis.
La Bretagne également. Une unité paramilitaire nationaliste bretonne nommée Bezen-Perrot est fondée à Rennes dans l'espoir de devenir une milice qui permettrait de constituer la future armée de libération de la Bretagne. Cette unité a des liens si forts avec les nazis qu'ils arborent des tenues SS. D'ailleurs, le chef Célestin Lenné porte le titre de SS Untersturmführer, ce qui correspond à un grade de sous-lieutenant. Ce qu'on appelle les Bretonnische SS se compose de 66 hommes. C'est très peu. C'est très très peu pour une milice. C'est peu, mais leur rôle, c'est de garder le siège de la Gestapo à Rennes et de combattre des unités de la FFI à droite et à gauche dans la région. Bezen-Perrot a peu de pouvoir, mais espère justement en avoir. Et tandis qu'ils aident certains régiments allemands à débusquer des résistants du maquis breton, Lenné charge un officier de 32 ans, Auguste Le Floch, de trouver pour le compte de la milice la lame de Manus Veritatis. L'histoire raconte qu'il était persuadé que les francs-maçons avaient mis la main dessus et l'a conservé secrètement depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est absolument faux. Ce qui est possible en revanche, c'est que connaissant le goût pour l'ésotérisme d'Adolf Hitler, une épée comme Manus Veritatis aurait sans doute fait forte impression. Et ça aurait pu jouer en faveur de Célestin Lenné. Celui-ci mourut en Irlande en 1988, après 40 années d'exil. Ses cendres ont été répandues par d'anciens membres de Bezen-Perrot et autres nationalistes sur le site du champ de bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, où, rappelez-vous, la Bretagne joua son indépendance en 1488. Ce qui mène donc à aujourd'hui. De ce que j'ai trouvé, des trois groupements identitaires bretons, le Parti breton, Atsav et Tars Andes, il n'y aurait que ce dernier, très secret et potentiellement très violent, qui souhaiterait retrouver Manus Veritatis. Le souci de Tars Andes, qui signifie aurore en breton, c'est qu'on n'a aucune idée de la hiérarchie du groupuscule, ni vraiment de leurs intentions, d'autant que, et Dieu merci, aucune action de type terroriste n'a été commise jusqu'ici. Donc, voilà où nous en sommes en 2023. Une vieille légende qui n'a pas traversé le temps, une arme soi-disant divine qui a disparu et qui est recherchée par au moins un groupuscule d'extrême droite pour des raisons pas si évidentes, et maintenant quelqu'un qui prétend avoir vu une bête dans une forêt au sein de laquelle on n'a pas vu une bête de ce genre-là depuis au moins 500 ans. Admettons, la bête est revenue. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un aurait retrouvé Manus Veritatis? Et auquel cas, où est cette personne? Pourquoi ne se signale-t-elle pas? Et surtout, quelle est la part de vérité et de légende dans cette affaire? Si quelqu'un a des informations à donner, des précisions à apporter, je suis preneur. De même, si vous avez vu quelque chose, et là je parle spécifiquement plus pour les locaux de Fougères ou de la région, en Ille-et-Vilaine ou en Bretagne, si vous avez vu quelque chose, contactez-moi via mes réseaux sociaux que vous trouverez en description. J'aimerais mutualiser les témoignages afin de faire avancer cette enquête qui, je le pense, n'a pas dévoilé tous ses secrets.